Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, merci infiniment. La salle est comble. La salle est comble, cette activité était très prisée. Mon nom est Catherine Etier et je vais m'asseoir dans cette très grande main. Si vous étiez là avant, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, petite jambe croisée, mise en valeur. Bisbille, être ou ne pas être vivant. C'est très troublant comme événement. Je ne sais pas si vous aspirez la teneur de ce qui va se passer. C'est une activité qui est présentée par le Chœur des sciences de l'UQAM. Alors, le Chœur des sciences est un centre culturel qui offre de nombreuses activités originales, comme des conférences, des débats, des spectacles, des balades urbaines, des excursions, des ateliers tant auprès du grand public adulte que dans les écoles secondaires. Et c'est un lieu convivial de rencontre entre chercheurs, artistes et citoyens. Alors, dans l'heure qui suit, on va se poser des questions rassurantes comme... La vie existe-t-elle vraiment? Non, mais laissez les mots s'absorber, là. On est ici, puis on se demande si on est vraiment ici. Sommes-nous de simples véhicules pour nos gènes? Les roches, c'est vivant, ça? Puis les virus, hein? Ils ont pas en fait, ils ont des pattes, mais ils n'ont pas de carte Inspire. Alors, sans doute qu'ils n'existent pas. Mais ça tombe bien parce qu'on a la chance d'avoir avec nous deux éminents chercheurs, un peu taquins, hein, préparez-vous, ils sont taquins, et qui viendront devant nos yeux ébahis et nos petites toupettes décoiffées parce que ça va soigner par ici, et viendront défendre leurs avis scientifiques divergents avec rigueur, passion et humour. Parce que, vous savez, la science et les faits n'entraîne pas nécessairement un consensus. Et ça, c'est parfois comme une idée qui nous traverse moins l'esprit. On pense que tous les scientifiques ont raison. Bon, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ont tort, mais bon, on a tendance à respecter immédiatement l'autorité de la science. Et c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas nécessairement consensus, et c'est même sain hein, qu'il y ait débat. Alors, en tant que citoyen, une diversité de points de vue étayés par la science, bien, ça nous aide à développer notre esprit critique. C'est pas mauvais de se poser des questions, puis ça nous fait des belles veillées aussi en même temps. Alors, ce soir, vous assisterez au débat de deux chercheurs qui ne s'entendent pas sur une question. Alors, attention, là, ils se respectent et s'estiment beaucoup. Sachez, cher public, que nos illustres invités ont accepté de se faire théâtral ce soir. Hein? On va en mettre un peu plus que le client demande. Inquiétez-vous pas, ils ne vont pas aller finir ça en arrière du Perrette. Après, là, tout va bien aller. Mais que voulez-vous, on a appelé le concept de bisbille, hein? Et non pas découvrons l'art thérapeutique de la tresse française en pied de bas. C'est pas ça ce soir. Alors, je vais vous demander quelquefois au cours de cette heure de participer, de vous manifester par l'applaudissement. On adore ça, les animateurs, vous faire applaudir. Alors, premièrement, juste pour sonder un peu le pouls de la salle, qui pense que la vie existe? Parfait. Parfait. Réponse attendue. Qui pense que la vie n'existe pas? Intéressant. Je vous aime beaucoup, vous. Alors, laissez-moi, bon, on va plonger dans le vif du sujet. Je vais vous présenter nos chercheurs. Je vous les présente brièvement car ils le feront eux-mêmes dans quelques instants. Alors, première personne, Monsieur Luc-Alain Giraldo, c'est le directeur de l'Institut national de la recherche scientifique du Québec depuis 2017. Où êtes-vous? Monsieur, où êtes-vous situé? Je ne sais plus, vous êtes où? Je vous invite à prendre place avec moi et à venir à mes côtés. Je ne sais pas, il va-tu descendre du plafond? On ne le sait pas. On l'applaudit! Ah, Monsieur Giraldo, bonsoir! Bonsoir. Prenez place ici, avec plaisir. Vous vous sentez taquin, Monsieur Giraldo? Oui, je suis toujours taquin, très taquin, même quand je dors. Ah! Oh! Ça a comme pris une autre tournure. Parfait. On va
inviter votre collègue, votre rival ce soir, Monsieur Frédéric Bouchard, professeur titulaire du département de philosophie de l'Université de Montréal. Et là, je ne nomme qu'un de ses titres. Alors, place à Monsieur Bouchard. Faites votre entrée spectaculaire. Il est très loin. Ah! Bonsoir. Étiez-vous allé vous chercher des pinottes? C'est ça qui était... Je réfléchissais en arrière. Vous réfléchissez, parfait. Bon, alors, là, ça va se passer en 3 actes. Il va y avoir trois moments. Premièrement, on va laisser ces messieurs à tour de rôle se présenter. Hein? Ensuite, il y aura présentation de l'intrigue. On va se poser, on va entrer dans le vif de la question. Et finalement, il y aura... Parce que tout ça va se faire de façon individuelle. Et à la fin, il y aura un débat. Alors, c'est là que, sans doute, je risque de finir un peu plus frisé qu'en ce moment. Messieurs, vous aurez... On commence. Vous êtes prêts? Ah oui. Toujours. Oui. Prêts. Ah, j'ai hâte. Vous aurez 3 minutes pour vous présenter, donc rouler des mécaniques sur scène. Vous pouvez nous en mettre plein la vue avec votre expertise ou tout autre argument qui pourrait asseoir votre crédibilité dans le fauteuil qui saura convaincre les masses. Comme vous voulez, c'est le moment venu... pardon, mon Dieu. Le moment est venu de faire une excellente première impression. Le tap dance est permis, par contre, je ne recommande pas le slam, d'accord? D'accord. Alors, je laisse Monsieur Luc Alain commencer. Vous avez 3 minutes pour vous présenter. Oui. Il se pose avoir un chrono, là, quelque part. Oui, on va vous l'agiter, là, sans fin. Mais inquiétez-vous pas, Sais-tu commencer? Vous pouvez commencer maintenant. Alors, je m'appelle Luc-Alain Giraldo et je suis à l'origine d'un retour de son. Et j'aimerais vous convaincre que le retour de son existe. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il, je suis un éthologue. J'étudie le comportement animal depuis plus de 40 ans. Excusez-moi, est-ce que vous entendez bien? Non. Bon, alors, bon, ça, c'est des petites choses qui arrivent. Moi, tout à l'heure, je l'avais dans le nez. C'est parce que... Il vous colle dans le visage. C'est parce que M. Bouchard n'arrête pas de faire des compliments à la régie dans son micro. Puis moi, j'en ai fait juste un. Bon, je pense qu'il faudrait juste tourner un petit peu. Voulez-vous... Là, je sais pas, là, si on est assez intime pour que je vous joue dans le... Bon, on va faire un petit test. Faites-nous un petit acapella. C'est ça, il est très près de notre visage. C'est bizarre, mais c'est... Mon problème, c'est que j'ai des grosses joues. Ben moi aussi, je comprends ça. Alors, j'ai étudié les tamias. Ceux qui savent c'est quoi des tamias. Donc, j'ai commencé comme ça ma maîtrise à l'Université McGill en étudiant le comportement d'amassage des tamias. J'ai étudié les pigeons aussi, beaucoup à Montréal. J'étais le naturaliste des pigeons à Montréal. Je me promenais en vélo avec des jumelles, puis je regardais des buildings, mais c'était les pigeons que je regardais. Là. Mais c'était dur de convaincre les gens de ça. J'ai étudié des poissons sur les récifs, j'ai étudié des bourdons qui choisissaient des fleurs. J'ai étudié le comportement de plusieurs animaux, des oiseaux en cage. Pour pouvoir se comporter, il faut être vivant. Donc, forcément, toute mon approche, toute ma science, toutes les études que j'ai menées me portaient à reconnaître que j'avais affaire à des êtres vivants et j'expliquais leur comportement à partir de tout ce que je vais vous raconter plus tard sur ce qui fait que les choses sont vivantes. Alors, je voudrais juste vous dire qu'après 40 ans d'avoir regardé et observé les humains aussi, puisque comme directeur général de l'INRS, j'ai beaucoup d'occasions d'observer le comportement des humains. Je suis certain que mon collègue, qui est doyen de la Faculté des sciences et des arts de l'Université de Montréal, a la même occasion que moi. Je sais c'est quoi le comportement, et c'est pas un philosophe qui passe son temps à lire des livres. Monsieur Giraldo, au lieu d'observer, on n'attaque pas tout de suite. Ah, OK. Un instant, là, je vous vois Qui venir. va venir me dire c'est quoi qui est vivant. Bref. Alors, Monsieur Giraldo aime les pigeons arrogants. Parfait. Alors,
Monsieur Bouchard, à vous, vous avez 3 minutes US. On a tout un... C'est ça. Ça ajoute du mystère. Ça n'existe pas, Frédéric. Donc, écoutez, je pense qu'on a mentionné que j'étais philosophe. Donc, moi, pendant mon doctorat, donc j'ai fait mon bac, ma maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal, puis je m'intéressais à la philo des sciences. Philo des sciences, en gros, c'est les philosophes qui s'intéressent à... J'essaie de voir comment me placer pour pas qu'il y ait de... Si je bouge pas comme ça. Les philosophes des sciences s'intéressent à quelles sont les particularités, pourquoi une explication scientifique est différente d'une autre explication scientifique. Donc, c'est comme si on regardait la science pour comprendre comment elle fonctionnait. Puis, durant le doctorat, je suis allé aux États-Unis, à Duke University, s'il y a des amateurs de basketball, Blue Devils. Et pendant le doctorat, je faisais de la philosophie de la biologie. Puis là, à un moment donné, on s'intéresse, en physique, il y a des lois. On parle de grandes lois qui expliquent tout l'univers. Puis là, je me demandais, est-ce qu'il y a des lois en biologie? Puis là, il y a des biologistes qui ont proposé des lois. Mais là, je parle à un de mes profs biologistes. Puis là, je lui demande, pourquoi la biologie ne se réduit pas complètement à la physique? Donc, pourquoi les phénomènes biologiques, en fait, peut-être que c'est juste de l'organisation complexe, mais en fait, si on savait plus, on pourrait tout réduire à des interactions physiques. Puis là, lui, il m'avait dit, en fait, Frédéric, tu ne comprends pas, si toute la physique se réduisait à la biologie. Donc là, lui, il me disait, quand une explication, des fois, tu peux l'avoir d'une certaine manière, mais là, des fois, tu peux adopter un autre point de vue. Donc là, moi, ce soir, mon pauvre ami Luc Alain, il en perd la voix. Ah oui, il a tout cassé son micro. Mais en gros, aujourd'hui, puis je veux juste être clair, parce que j'ai quand même une réputation à préserver, et ceci sera sur l'Internet, donc je m'excuse d'avance à ma fille quand elle verra cette vidéo dans quelques années. Mais en gros, c'est pas grave de littéralement, je ne veux pas littéralement vous convaincre qu'il n'y a pas de vie dans l'univers, c'est pas ça. Mais ce que je veux qu'on fasse, c'est voir comment, quand on pense à nos définitions, puis quand on change leur champ d'application, ça exclut des phénomènes ou ça en inclut, puis là, on voit que nos définitions ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on pensait. Et donc, ce soir, en fait, je ne veux pas vous convaincre que j'ai raison, je veux vous faire douter que vous savez ce que vous savez. Et là où on est profondément d'accord, parce que Luc Alain et moi, on est chums, donc en fait, on s'entend sur beaucoup de choses. Puis là, tu n'es pas supposé dire « c'est pas vrai ». Mais en gros, c'est voir que notre manière de voir, elle n'est pas aussi... En fait, c'est qu'il y a encore des choses à découvrir et des choses à expliquer. Et donc, pas croire que les problèmes sont réglés et qu'en fait, il y a des problèmes vraiment compliqués qu'on n'a pas encore réglés. Il y a des questions de base en sciences qui méritent encore qu'on s'y repenche et c'est ça qu'on va faire ensemble ce soir. Merci. Merci beaucoup. Bon. Ah là, je suis ravie. Bon, ben nous deux, on va rester avec notre petit look Gwen Stefani et vous, vous allez être plus M&M. Je sais pas, c'est ça qui m'est venu de même. Vous êtes à l'aise, ça va? Très bien. Parfait. Alors, nous sommes maintenant rendus au moment de l'intrigue. Alors, cher public en liesse, voilà venu le moment où nos chers invités, très calmes par ailleurs, vous êtes beaucoup, je sais pas si c'est le calme avant la tempête, vous allez répondre tour à tour à la question suivante. Qu'est-ce que la vie? D'accord? On n'est pas couché. Alors, pour appuyer ces propos, chacun a droit à un objet support, OK, à un objet qui est inconnu de son adversaire, pour expliquer dans ces mots ce qu'est la vie. J'ai aucune idée de quels sont les objets également. Alors, Luc Alain, on commence avec vous. Oui. Qu'est-ce que la vie? Alors... Allez-y, vous pouvez déambuler. Alors, la vie, c'est une excellente question, il faut se la poser. Qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et lui, il est vivant.
Oui, Et on pense souvent que être vivant, c'est juste quelque chose, c'est quelque chose qui bouge, qui est animé et tout ça. C'est pas ça, vraiment. Alors, j'ai triché, Frédéric, j'ai 2 objets. OK? Alors, le premier objet que je vais vous montrer, il est clairement pas vivant. C'est un caillou. C'est un caillou que mon amoureuse m'a donné il y a 30 ans, qui a une grande signification pour moi. Je le porte depuis ce temps-là dans ma poche. Puis là, si je l'oublie, tu sais, je viens fou, là, il faut que je l'aie. Mais c'est un caillou. Ce caillou a une histoire. Il y a l'histoire que je viens de vous raconter. On l'a ramassé à Saint-Simon-de-Rimouski et c'est un galet sur le bord du fleuve. Évidemment, il y a la forme d'un cœur pour ceux en avant qui peuvent le voir. Donc, tu sais, c'est mon amoureuse, elle me donne un cœur. Bon, toute l'affaire. Fait qu'il y a une histoire, ce caillou. Il y a l'histoire anecdotique que je viens de vous raconter. Il a été trouvé, je l'ai transporté, là, il est à Montréal, il a déjà été à Londres, il est allé partout. Et il vient peut-être d'un gros bloc de roche qui a été brisé par un glacier. Puis là, c'est tombé, puis les effluents du glacier l'ont amené. Puis là, il se trouvait là. Il y a une histoire que j'appelle anecdotique. C'est l'histoire de ce caillou. C'est son histoire à lui. L'objet que j'ai apporté, je suis tellement content de sortir de ma poche, là, c'est une pomme. Okay? Ce matin, j'ai dit à ma femme, mange pas la pomme, s'il te plaît, j'en ai besoin ce soir. Alors, est-ce que ça fait 30 ans qu'elle est dans votre poche, elle aussi? Fait que ça se garde non, longtemps, ça les fait depuis pommes? ce matin. Alors, OK, d'accord. Pardon. alors, cette pomme a aussi une histoire anecdotique, un peu comme mon caillou. Hein? J'ai checké, il y avait un collant dessus, puis elle vient de l'État de Washington. Puis on l'a achetée dans un métro. Et puis, elle a été dans une assiette chez nous. Puis là, je vais finir par la manger là, à un moment donné. Mais cette pomme a une histoire historique, anecdotique. Mais elle a une deuxième histoire, cette pomme. Cette pomme vient d'un pommier qui, lui, vient d'une autre pomme, qui vient d'un pommier. Et donc, cette pomme a des ancêtres. Et la caractéristique première de la vie, pour reconnaître un objet vivant, c'est que cet objet vivant vient d'un autre objet vivant et qu'il a des ancêtres. Et cette pomme porte l'histoire de tous ses ancêtres. Dans les graines, il y a de l'ADN, dans toutes les cellules de cette pomme qu'on va finir par manger, il y a de l'ADN, et cet ADN a été changé, manipulé au cours des générations de pommes et de pommiers. Elle a été manipulée par des humains pour qu'elle soit verte, puis qu'elle soit belle, puis qu'elle soit ronde. Mais c'est une histoire qu'elle porte et qu'elle va transmettre avec ses graines à un pommier qui va faire des pommes. Et à cause de cette histoire, qui se confond à son histoire anecdotique, cette pomme est vivante. Elle est vivante, comme je vous dis, parce qu'elle porte ces 2 histoires. Et quand je la regarde comme biologiste, je peux la regarder en pensant à cette histoire qu'elle a héritée. Pourquoi est-elle verte? Pourquoi est-elle si succulente et attirante? Bien, c'est parce qu'elle veut être mangée. C'est la stratégie que le pommier a utilisée pour répandre d'autres pommiers. Je peux y réfléchir, tester l'hypothèse, y penser encore, et tous les êtres vivants, on les approche avec cette histoire de cette combinaison de ces 2 lignées, de l'histoire anecdotique de sa vie à elle et de l'histoire qu'elle a héritée de tous ses ancêtres. Donc là, c'est une pomme, mais ça peut être une souris, ça peut être une marguerite, ça peut être n'importe quoi de ces objets qui viennent d'autres objets semblables. Le soleil est animé, il bouge le soleil, puis il va mourir. On dit que le soleil va mourir un jour. Ça n'en fait pas un être vivant, parce que le soleil n'est pas né d'un soleil, puis il ne va pas donner d'autres soleils. La mer est agitée, on dit « Ah, c'est comme un être vivant, ça bouge, il y a des marées », mais la mer ne vient pas d'une mer et ne donnera pas des mers. Ça a l'air banal, mais ça change tout. Et ça veut dire que si on va en arrière,
Si tous les objets vivants ont des ancêtres, ça veut dire que quelque part, il y en a un qui a commencé. Cet ancêtre, le premier, et c'est un événement si improbable, si incroyable, que, autant qu'on le sache, il n'est arrivé qu'une seule fois dans tout l'univers, dans les 14 milliards d'années, dans les immensités, même si on vous dit aujourd'hui, dans n'importe quoi, que c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs, bien, moi, je ne suis pas sûr, parce que je ne le sais pas. Puis, il y en a juste ici, en ce moment, de la vie. Alors, cet événement improbable a donné naissance à tous ces objets qui viennent de d'autres objets comme eux et qui portent l'histoire de la lignée. Merci beaucoup, Monsieur Giraldo. J'attendais que vous ayez fini votre phrase, parce que je suis une femme très... Mais là, vous la finissez pas, puis là, vous avez pris là, un petit 30 secondes de plus. Vous êtes taquin, vous tourniez le dos au chronomètre, c'est son petit truc. Non, je vais être plus... attendez-vous à ce que je me jette dans l'allée prochainement. C'est comme une promesse étrange que je viens de faire. Alors, Monsieur Bouchard, qu'est-ce que la vie en 6 minutes? La vie n'est pas un sac North Face. Je veux Non? juste vous rassurer. Luc Alain, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais tu as tort. Donc, quand on parle, juste les définitions traditionnelles de la vie, là, puis là, il y a différentes approches en biologie, mais on a eu une bonne description. Mais en gros, on parle habituellement de, là, je n'utiliserai pas les termes techniques, mais en gros, un système qui s'auto-maintient, d'accord? Donc, il se préserve, il maintient son équilibre, un équilibre interne. Et il génère des copies de lui-même. Ça, c'est la partie de la pomme, de l'arbre et des générations d'ancêtres. Et ensuite, disons, le code pour que cette copie-là ait lieu fait partie du système lui-même. Là, j'y vais vite, là, mais à peu près, ça, c'est les caractéristiques importantes habituellement quand on définit le vivant. Il y a un gros problème parce que c'est très restrictif. On a déjà eu un indice de ça. Luc Alain mentionnait qu'il y a de la vie juste sur Terre, parce qu'on remonte ces ancêtres-là jusqu'à la première fois. Bien, moi, j'entends ça, puis je me dis, bien, alors, ce n'est pas une bonne définition. On va avoir un problème, parce que si on remonte dans l'histoire du vivant, puis là, on remonte de la pomme à l'arbre, puis là, ensuite à d'autres formes végétales, puis là, on remonte l'arbre de la vie plus loin. Bien, à un moment donné, on se retrouve avec des organismes multicellulaires. À un moment donné, on ne parle pas d'organismes, on parle de cellules. À un moment donné, on parle d'organisation moléculaire. On remonte dans l'histoire de la Terre. Bien, à un moment donné, on se retrouverait, selon la description, à un système qui, ici, il est vivant. Ici, il n'est pas vivant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est pas comme s'il y avait eu la musique de 2001, tu sais, de l'espace, tu sais, Zarathustra, là, il y a la vie. Non, c'est une molécule complexe qui a atteint un niveau de complexité légèrement supérieur, puis tout à coup, ça a ouvert un monde de possibilités. Pour l'illustrer, parce que là, vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans son sac, donc on dit, l'exemple, c'est une pomme donne une pomme, donne une pomme, donc une chaîne d'ancêtres. Et moi, je vais vous montrer quelque chose. Je ne crois pas littéralement que c'est vivant, je veux juste que ça soit clair, mais j'utilise l'objet pour montrer la difficulté de nos définitions. OK? Ça, c'est une varlope. Ah ben oui. OK? Donc, c'est un rabot. Là, j'ai enlevé la lame là, parce que dans le métro, je ne voulais pas expliquer à un policier pourquoi je... OK? Ça, c'est un rabot qui a été fait probablement en 1870. Je l'utilise encore, d'ailleurs. OK? Et OK? Ça, malheureusement, c'est l'édition anglaise. Ça, c'est L'art du menuisier de André-Jacob Roubaud, qui est un traité de menuiserie en gros, du 18e siècle. D'accord? Là-dedans, il explique comment faire des rabots. OK? C'est un magnifique livre. D'accord? Ça, on dépose ça. Dans 150 ans, là, je ne sais pas, là, on est préservé ici. Là, il y a une catastrophe.
tout est préservé en l'état. Il y a des archéologues, ils arrivent, ils disent, mon Dieu, c'est quoi ça? Ah, ça devait être un objet religieux. Ils se demandent c'est quoi. Là, ils lisent ça, ils décodent parce qu'ils ont traducteur automatique. Puis ils disent, ah, c'est un rabot. Il nous dit comment faire un rabot. Et là, ce rabot fait des rabots. OK, ça, c'est un rabot en bois. Il a été fait grâce à un rabot. Donc, si on utilise l'idée de ancêtre, 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 ce rabot et le guide d'instruction, c'est l'ADN des rabots. Non, mais c'est le code génétique, c'est le code héréditaire. Puis là, on peut dire, oui, mais il ne le fait pas tout seul. Il a besoin d'un être humain pour le faire, il a besoin d'une ressource externe. Mais le virus aussi. Un virus que de plus en plus on veut qualifier de vivant se reproduit, mais seulement en utilisant une machine externe comme mécanisme de réplication. Nous sommes le mécanisme de réplication du rabot. Et donc, je le dis de manière un peu absurde, mais en gros, c'est qu'on voit que nos définitions du vivant, elles ont tendance à être trop restrictives, exclure des choses. Ça, c'est le problème pour les virus. Une interprétation très stricte de nos définitions du vivant, bien, on serait tenté de dire que les virus ne sont pas vivants, alors que quand on s'intéresse à l'évolution des virus, on dit, regarde, ils sont aussi vivants que d'autres systèmes, c'est juste qu'ils le font légèrement différemment. Et là, on élargit un peu, mais dès qu'on élargit un peu, la définition du vivant s'applique à des objets qu'on souhaite ou notre intuition suggère qu'ils ne sont pas vivants. Et ça, c'est un peu le dilemme qu'on a. C'est que soit nos définitions sont trop strictes et excluent plein de phénomènes qu'on cherche à expliquer, soit elles sont très inclusives et là, elles incluent des objets que intuitivement, on ne voudrait pas qualifier. Et pour cette raison, moi, ce que je veux qu'on discute tout à l'heure, c'est a-t-on vraiment besoin de la définition du vivant pour faire de la biologie? Et en fait, prenez toutes les explications biologiques, enlevez le mot vivant, il n'y a rien qui change à l'explication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vivant dans l'univers, mais ça veut dire que le concept de vivant ne nous aide pas scientifiquement autant qu'on le penserait. Merci, puis désolé, Luc Alain. Oh là là, ça c'est un point de vue auquel je suis moins habituée, là, la varlope. C'est ça, mais c'est très troublant, parce qu'on est plus, moi j'ai une petite fille de science, j'ai été élevée un peu avec les principes de M. Giraldo. Et là donc on est au moment du débat. Et je ne sais pas trop par où commencer, c'est ça. En fait, quel est le sujet? Parce qu'il y a sans doute des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Il y a des choses qui vous relient, mais c'est très... C'est plus abstrait ce que vous présentez, M. Bouchard. Bien, oui, mais en fait, les explications scientifiques, sérieusement, c'est que là, on parle d'explications scientifiques qui sont assez, je dirais, stabilisées. Elles sont assez reconnues, compréhensibles. Mais pensez à quel point, on le sait quand Darwin décrivait la théorie de l'évolution, comment c'était un niveau d'abstraction ou un niveau de... On se dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. L'ADN, la première fois que ça a été proposé, en 1953, mais c'était basé sur d'autres théories antérieures, mais c'était profondément incompréhensible, je veux dire, pour le commun des mortels. Il y a encore du monde qui ne sont pas rendus là. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est juste mentionner que, à la limite, à chaque fois qu'on croit qu'on a réglé un problème, pour moi, c'est un indice que, pas qu'il n'est pas réglé, mais juste qu'on devrait peut-être garder, disons, le questionnement scientifique actif. Peut-être que l'explication fonctionne, mais il ne faut pas juste présumer qu'elle fonctionne parce qu'on est confortable avec le terme. Mm-hmm. Je comprends. Est-ce que la colère a monté, M. Girard? Qu'est-ce que votre collègue a exposé, avec quoi vous n'êtes fondamentalement pas d'accord? Bien, avec tout ce qu'il a dit, là. Oh, mais c'était beau! Mais je peux le décortiquer. Il n'y a pas de colère. Au contraire, j'admire la capacité rhétorique d'arriver à nous faire croire qu'un rabot est vivant. Là, c'est quand même, il faut le faire. Là, c'est poétique. Mais, oui.
Mais C'est l'histoire de la vie, il le souffre en ce cycle éternel. moment, là. Il souffre. C'est un rabot gêné, ça. Alors, OK. Fait que la première chose que... C'est vrai qu'on est des collègues. On est vraiment des collègues assez proches. Puis on s'entend sur à peu près tout, sauf ça, là. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais là, il se trompe, là. Alors... l'ADN de ton rabot, là, il a été pensé par une personne, sans doute à cause de son expérience. Il a fait des rabots qui ne marchaient pas, puis là, à un moment donné, il en a trouvé un qui marchait, puis il a écrit la recette pour le faire dans un livre. Mais c'est cette personne qui a écrit cette formule Oui, Jeanne Benoît a écrit hein, qui cette permet à d'autres de faire... pardon? C'est Jeanne Benoît. Excusez-moi, Oui, je disais c'est ça. âneries. Mais ça aurait pu très bien, mais il avait l'air plus ancien que Jeanne Benoît, qui était d'ailleurs le livre préféré de mon père. En tout cas, C'est vrai? Juste pour dire, il y avait une guerre entre ma mère et mon père. Ma mère elle cuisinait le Boston Cookbook, puis mon père, c'était Jeanne Benoît. Ma mère vient d'Ontario, mon père, c'est un séparatiste. En tout cas, on avait du fun dans la maison. Même dans la cuisine, ça se battait. Tu sais, mais revenons au Oui. propos. Alors, Oui. ce qui est intéressant pour un biologiste qui étudie, l'autre aparté que je voulais faire, ce qui est intéressant, c'est, tu sais, la biologie, c'est toujours vu comme quelque chose d'utile. Ça va sauver le monde, sauver une forêt, ça va sauver une espèce ou ça va nous sauver d'une maladie, ça va guérir telle affaire. C'est vrai, mais c'est aussi une science fondamentale avec des questions importantes. Puis ce qu'on illustre en ce moment, c'est que la biologie, c'est pas juste de savoir, tu sais, si... comment un poisson se reproduit. Là. Ça ouvre des questions sur le vieillissement, sur la vie, puis là, on se pose des questions là-dessus. Ce qui est intéressant pour un biologiste qui étudie ce qu'il reconnaît comme un objet vivant, c'est cette histoire et l'histoire qui l'a façonné. C'est un auto-façonnage dans le temps. L'évolution par sélection naturelle, par sélection sexuelle, c'est une évolution et c'est les forces de l'environnement qui ont agi sur l'objet, qui en ont affecté les caractéristiques. Quand j'étudie le comportement d'amassage des noix d'un tamia, Ça devait être des belles années quand même. c'est des belles années. Oui. Des belles années avec des modèles mathématiques économiques qui prédisaient que si le tamia était vraiment économe, voici ce qu'il devrait faire, puis il le faisait à peu près. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, cette histoire est importante. Quand je regarde le rabot, je ne peux pas faire ça. Mais en fait, l'histoire technologique, si on regarde comment les instruments se sont développés, puis il y a des gens qui ont fait l'équivalent de phylogénie, donc disons l'arbre généalogique des outils, on voit une série d'essais et erreurs. Donc, on voit des tentatives de faire différentes formes d'outils. Les outils qui fonctionnent un peu mieux sont maintenus et sont répliqués. Les menuisiers disent « Ah, ça marche. Check. Ça marche pas. » Et là, c'est de la sélection naturelle sur des instruments. Non, mais sur des instruments. Et c'est juste que le mécanisme d'hérédité... C'est connu que la philosophie fait pleurer les enfants. Et les plus grands. Mais donc, en gros, c'est que si l'évolution est en quelque sorte l'espèce de lunette pour identifier ce qu'est le vivant, ça devient très difficile, justement, d'exclure des choses qu'on qualifie de non-vivantes. Puis je vais donner une application concrète. Là, j'ai parlé de rabot, puis c'est un peu... c'est parce que je tripe sur la menuiserie, mais si on pense, disons, un écosystème, est-ce qu'un écosystème, c'est un être vivant? Est-ce que c'est un individu? La réponse stricte devrait être non, selon les définitions usuelles du vivant, parce qu'il y a de la roche, il y a plein de choses non vivantes qui font partie de ça. Pourtant, quand on regarde, si on regarde une communauté symbiotique, donc on a des individus d'espèces distinctes, d'accord, qui travaillent ensemble. Une communauté, on dit ça, c'est vivant, on est correct. Mais là, si cette communauté-là, on rajoute des outils dessus, est-ce que c'est moins vivant? Non, on dirait que c'est une communauté vivante avec des outils. Là, je vais très vite, là, je suis désolé pour les biologistes dans la salle, puis j'ai des profs de ma faculté. J'espère que votre estime en moi ne chute pas trop, mais c'est l'idée que ça fait une différence, ces définitions-là, parce qu'on peut se demander, est-ce que l'écosystème
est en santé ou ne l'est pas. Et là, la question, c'est est-ce que c'est métaphorique, le terme de santé, ou est-ce que c'est littéral? Est-ce qu'on parle vraiment de la santé de l'écosystème? Puis il y a un exemple de biologiste, il y a Ford Doolittle, qui est un des grands biologistes du Canada. Lui, pendant des années, il était contre l'hypothèse Gaïa. D'accord? L'hypothèse Gaïa, c'est que la Terre est un système, je dirais, émergent. C'est comme genre un super-organisme. Je vais vite. Pendant des années, il était contre parce qu'il disait, ben non, il y a de la pierre, tout ça. Puis au cours du temps, il a changé radicalement d'idée, entre autres en parlant avec moi. mais en gros, c'est que ça fait une différence, ces définitions-là, parce que maintenant, il est intéressé à voir comment la planète Terre, il a peut-être tort, c'est pas grave, mais en changeant de définition, il se pose des questions biologiques sur la Terre comme un tout. Et avant que Luc Alain, parce que là c'est malhonnête de ma part, oui, mais la Terre ne se reproduit pas. Effectivement. Mais, je dirais, on ne le sait pas encore. C'est vrai, elle est peut-être sur le point de... elle est peut-être en ballon. Mais surtout, c'est que si elle se divisait, si elle accumulait des agrégats stellaires, parce qu'à cause de sa gravité, il y avait des bouts de roche puis elle l'augmentait de taille. Là, c'est un peu farfelu, là, mais... Puis qu'à un moment donné, là, elle scindait en deux. On aurait deux planètes. Bien, il y a plein de reproductions végétales qui ressemblent un petit peu à ça, pas avec de l'agrégation de pierre. Donc, c'est juste dire que nos définitions ne sont pas aussi robustes qu'on le pense pour exclure du non-vivant. Puis juste focaliser sur l'ADN, ça pose des fichus problèmes parce qu'on se dit, si, je reviens dans l'histoire de la vie, là, si par hasard, là, au moment où la macromolécule s'organisait différemment, il y avait emprunté une autre branche de design structurel, il n'y aurait jamais eu de vie dans l'univers. Bien, moi, je dis, ben non, il y aurait eu de la vie, c'est juste qu'elle n'aurait pas ressemblé à l'ADN ou à des cellules. Il y aurait eu de l'organisation complexe avec de l'évolution. C'est juste qu'il faut arrêter de focaliser sur juste l'ADN, juste sur les cellules, juste sur le vivant. Est-ce qu'on a fini? On n'a pas fini. Certainement. Non, mais mon cerveau est tellement drillé à... Tu sais, c'est de la petite science il y a bien longtemps, mais j'essaie de m'ouvrir parce que c'est intéressant ce que vous dites. Bon, il y a beaucoup de rabots, là, cela dit, mais c'est... Oui, mais... Je pense que ce que vous cherchez à dire, c'est que c'est une logique raboteuse. Non, ben c'est difficile de s'ouvrir comme ça à cette avenue. C'est pas raboteux, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais j'essaie de pas me fermer. Je pense que je ne suis pas focalisé uniquement sur l'ADN ou l'ARN. Là. Ça donne qu'ici sur Terre, en ce moment, c'est ça qui a émergé comme système autorépliquant. Et ça donne la biodiversité qu'on connaît, là. Et c'est quand même extraordinaire que tout ce qu'on reconnaît comme étant vivant contient de l'ADN ou de l'ARN. Okay? C'est quand même fantastique. Là. Okay. Sur une autre planète, ça se peut très bien que le principe d'autoréplication soit fondé sur un autre type de molécule ou autre chose. Mais comment tu le reconnaîtrais sur Terre? Moi, c'est que si tu admets la possibilité qu'un système qui pourrait avoir des propriétés similaires aux vivants sur Terre puisse avoir évolué dans des conditions complètement différentes sur une autre planète, bien là, tu commences à décrire qu'est-ce que ça ferait, puis en fait, tu es capable d'identifier des mêmes systèmes ici. Un virus informatique, bien, il va être vivant pour des raisons similaires à la caractérisation du vivant que tu voudrais offrir sur un système autorépliquant sur une autre planète. Il y a quelque chose, tu m'as volé mon punch, là. Il y a quelque chose de circulaire à dire. Non. Qu'est-ce qui est vivant? Un virus informatique, selon ma définition, pourrait être vu comme étant un être vivant. Vivant? Parfait. Ah oui? Okay? Absolument, parce qu'il s'auto-réplique, il change, il fait des erreurs. Je ne sais pas si spontanément, il y en a eu assez, puis à cette génération, pour qu'il y ait eu des mutations profitables, mais certainement des mutations délétères qui fait qu'un... mais le virus informatique rencontre ma définition du vivant. Là. Et donc, l'intelligence artificielle aussi, peut-être je vais peut-être trop loin. Ouais. Mais mais c'est exactement ça dont on parle, mais on est d'accord. Oui. C'est pour ça que je suis d'accord, mais quelque part, Luc Alain part d'une définition plus
restrictive, je ne le dis pas de manière péjorative, Non, là, non. mais pour analyser les Un phénomènes peu. biologiques d'une manière reconnaissable. Puis là, ensuite, à mesure qu'il y a pas des contre-exemples, mais des exemples qui sont plus difficiles à accommoder, ils les accommodent dans la définition. Moi, je pars de l'autre extrême et de dire, je présume qu'on devrait être plus inclusif par rapport aux objets qui ont ces propriétés-là, mais si tu admets le virus informatique, il n'y a pas de grande différence avec le rabot. Tu sais, parce que mais le virus informatique, le virus informatique a besoin de ressources externes, puis dans ce cas-ci, elles ont été construites par l'être humain, comme le livre, comme le rabot. Tout à l'heure, tu critiquais comment l'objet, il n'était pas vivant parce qu'il y avait eu comme un designer externe, mais le virus informatique dépend d'un designer humain qui a construit toute l'infrastructure qui permet au virus de générer la diversité. Pas tout à fait, mais je te pensais plus futé que ça. Mais ton rabot ne fait pas d'autres rabots, mais mon virus informatique fait des virus informatiques. OK, mais Mais j'ai fait des rabots avec ce rabot-là. le, Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est un bout de bois. On peut faire un rabot avec un rabot. oui, OK. Mais le virus informatique, là, une fois qu'il y a eu son créateur, parce que là, en fait, c'est une version créationniste de l'évolution. Il y a eu un créateur qui a créé la première molécule autoréplicante, puis tout le reste s'est fait, là. En tout cas, il y a une vision théologique que c'est Ah non, le possible. Jardin ça. d'Éden, OK. la Fait que ça là, a mal le été, virus là. informatique, lui, on le sait qu'il y a un créateur, là, Oui. et souvent est en Europe de l'Est, là, mais et une fois qu'il est lancé, bien, il s'auto-réplique. Il est Tout autonome. seul. Oui, bien, ça y prend un ordinateur, ça y prend Un une milieu de base. vie. Comme un Créé virus. par l'homme. Comme un virus Créé par l'être biologique, mais c'est un parasite, comme un virus biologique, là, comme le virus de la COVID, il y a besoin de tout l'appareil de reproduction humaine, des cellules là, dans notre gorge et dans notre nez pour se faire des copies. Donc, mais il les fait lui-même et il en fait tellement qu'il y a des mutations, puis il y a des différents variants qui arrivent. Alors, je suis certain qu'on peut retracer peut-être des variants de virus informatiques et ils se le font ça eux-mêmes. Là. Le créateur, un acte au début, puis après ça part tout seul. C'est ça qui rend ça semblable à la vie. Mais on a des exemples qu'on voudrait qualifier intuitivement, qu'on considère vivants. Mais en fait, si on applique de manière stricte la définition du vivant, on est obligé de les exclure. Un mulet ne peut pas se reproduire. Okay? C'est un cul-de-sac biologique. D'accord? Est-ce que ça veut dire que le mulet n'est pas vivant parce qu'il ne peut pas s'auto-répliquer? Là, on dit, ben non, parce que s'il était légèrement différent, il pourrait se répliquer. Donc, on utilise une définition qu'on appelle contrefactuelle. On dit, si le monde était légèrement différent, le mulet pourrait se reproduire. Pour un philosophe, quand on entend ça, c'est comme si on se permet certaines exceptions, mais pas d'autres. Tu sais, on dit, ben, de manière contrefactuelle, il y a des objets physiques qui seraient avec des petits changements capables de s'auto-répliquer. Et donc, on devrait, parce qu'ils ont le potentiel de se reproduire, même s'ils ne le font pas, c'est suffisant pour les qualifier de vivants. Là, il est vendredi soir, on est fatigué, je suis désolé. Mais c'est juste l'idée, nos définitions, encore une fois, là, je suis convaincu qu'on est... En fait, je ne devrais pas dire ça parce que je ne veux pas voler le punch, mais je pense qu'on est vivant. Mais le mulet Et a je des suis ancêtres. certain qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord? Vraiment, d'une manière qui est scientifiquement robuste. Et pour moi, c'est une question scientifique de définir c'est quoi le vivant. Oui. Mais ce que je suggère, c'est qu'elle n'est pas réglée. Et si on croit qu'elle n'est pas réglée, on ne peut pas exclure des choses tout de suite comme étant non vivantes. L'Internet, on va peut-être décider à un moment donné que l'Internet est vivant. Ah non. Ou peut-être qu'on va décider que le concept de vivant n'est pas scientifiquement utile, même si on y attache une importance culturelle, heuristique. L'important, tu sais, moi, j'aurai peut-être des enfants qui n'auront pas de descendants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vivants, là, tu sais. Fait que Ouais. C'est vrai. l'important, c'est d'avoir eu des ancêtres et d'avoir hérité une caractéristique qui vient d'une longue lignée d'ancêtres. Le mulet, c'est une création artificielle de l'humain, là. C'est un croisement forcé. Mais néanmoins, le mulet a des ancêtres.
Et on peut retracer tous ces ancêtres, puis les caractéristiques du mulet viennent de tous ces ancêtres-là. Fait que ça le rend vivant dans ce sens-là, même si physiquement, il ne peut pas se reproduire. Fait que je suis d'accord avec toi, Frédéric, que la question n'est pas réglée et que c'est important qu'on se pose des questions et que quand on donne un doctorat en biologie à quelqu'un, ça s'appelle un PhD, c'est un doctorat de philosophie. Okay? Ça veut dire que la science est avant tout de la philosophie. Donc, on se rejoint à ce point-là. Messieurs, c'est déjà étrangement tout le temps qu'on avait. Je suis très confuse. Et j'aimerais dire, passer 5 minutes avec un mulet, on se rend compte qu'il est vivant. En général, là, j'ai complètement oublié de vous faire applaudir. Très peu de choses, je suis déstabilisée. Peut-être... Non, mais... En fait, c'est que j'avais une question à vous poser. Est-ce que la frontière du vivant est toujours aussi claire pour vous? Pour ceux et celles pour qui c'est clair, applaudissez. Pour qui la frontière du vivant est-elle un peu moins claire qu'il y a 20 minutes? Ah, parfait! Vous avez vraiment semé de beaux doutes. En fait, ce sont des belles discussions à avoir qu'on a très... On n'a pas le temps à l'école, on n'a pas le temps. Il faut qu'on couvre, qu'on fasse le test des bip-bip. On n'a pas le temps d'apprendre ces affaires-là. L'événement Bisbee est déjà terminé, messieurs. J'ai l'impression qu'on vient juste de commencer. Je vous remercie chaleureusement, M. Bouchard, M. Giraldo. On les applaudit, là, on les applaudit. Merci. Ainsi que... Ah, ben oui, mais regardez, c'est des copains. Vous allez partir en roulis roulant tout à l'heure. Je remercie également l'équipe du Cœur des sciences de l'UQAM et merci à vous, cher public, qui avez participé avec une fougue que j'avais pas vue depuis la grande finale, depuis le District 31. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée et au bonheur de vous retrouver peut-être pour les prochaines conférences. Au revoir. Prenez soin. Merci, messieurs. Merci beaucoup.